Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis vendredi dernier jusqu'au 2 décembre, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer organise une opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État, pilotée par le service central des armes et explosifs. Traduction, une grande exhortation, on va dire, du gouvernement au désarmement d'une partie non délinquante de la population qui aurait des armes non déclarées, donc en fait récupérées grâce à un héritage ou qui traîneraient dans les armoires. Les particuliers pourront donc abandonner tout type d'armes, armes à feu, armes de poing, armes blanches, petites munitions, avec cette garantie pour le particulier de n'encourir aucune poursuite judiciaire pendant ce temps-là ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d'armes. Voilà ce qu'annonce le ministère. Alors que penser de cette vaste opération? Pour en parler, nous sommes avec Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle, pour tous les auditeurs qui vous connaissent déjà par cœur, mais c'est pas grave, que vous êtes écrivain, romancier, auteur de ce célèbre livre La France Orange Mécanique, Game Over, et puis surtout cofondateur de La Furia. Et puis vous avez cette trilogie que vous avez terminée par un dernier tome il y a peu de temps, trilogie Guérilla aux éditions Magnus. Alors Laurent Oberton, comment vous comprenez cette exhortation gouvernementale à se séparer en gros des armes du grand-père, des armes du chasseur qui peuvent rester traînées dans le grenier ou dans le placard? Eh bien, l'État, alors ça fait pas mal d'années que le sujet est sur la table, on va dire. Là, les choses se sont précipitées. L'État nourrit certaines inquiétudes quant aux mois qui viennent. Et alors, il ne le dit pas, évidemment, il parle de raisons de sécurité publique, mais il sait qu'à peu près, d'après ses calculs, 2 millions de Français détiennent 5 millions d'armes qui ne sont pas déclarées et qui sont fonctionnelles et qui pourraient être utilisées. Mais ces armes sont détenues par des citoyens, tout ce qu'il y a de plus honnête. La preuve, apparemment, ils sont tous en train de les emmener dans les points de collecte. Donc une grande partie des armes non déclarées vont être récupérées par l'État. Et les motifs qui sont donnés donc sont les motifs de la sécurité domestique, on va dire. Mais il faut savoir que les accidents par arme à feu en France font très peu de morts par an. On doit être peut-être une petite trentaine en comptant la chasse, en comptant la manipulation des armes par les fonctionnaires de police, etc. Et on a une centaine d'homicides, mais alors là, pour le coup, les armes qui sont utilisées ne sont pas celles-là, sont celles des délinquants, des criminels, qui, elles, pour le coup, ne seront pas amenées dans les points de collecte. Il ne faut pas imaginer que les criminels endurcis vont se dire ma Kalachnikov, ah mince, c'est vrai qu'elle n'est pas déclarée et je vais tout de suite me rapprocher de mon agent préfectoral. Non, pas du tout. Puisque c'est le moment, j'ai eu une semaine pour le faire, donc profitons-en. Voilà, exactement. Non, là, il y a aucun risque. Non, à la limite, un des arguments qui aurait pu être avancé était celui du suicide. Je crois qu'on a à peu près 2000 suicides par arme à feu chaque année en France. Donc là, ça fait un chiffre assez élevé. Mais bon, on sait très bien qu'en réalité, même si on enlevait les armes, les suicidaires trouveraient d'autres moyens de mettre fin à leur jour. Donc Ouais. c'est vraiment pas ça qui préoccupe l'État. Les homicides par arme à feu, c'est 10% du total des homicides, donc c'est bien moins que les armes blanches. Et vraiment, sa grande préoccupation, ce sont les pénuries qui viennent, c'est la crise énergétique, peut-être alimentaire. Et il préfère prendre les devants et éviter que les Français, que Monsieur Tout le Monde, voilà, puissent concurrencer ces forces de l'ordre. Là, la réalité du motif, c'est celle-là. D'accord. Alors ça, c'est évidemment très intéressant ce que vous nous dites là, Laurent Oberton. Vous considérez finalement que l'État commence à prendre peur d'une possibilité, d'un réveil, on va dire, de certains citoyens. Alors ça peut être dans différentes façons. On a vu aussi beaucoup la question de l'autodéfense se poser de plus en plus, puisque on a l'impression que l'État, la police n'est pas toujours là, même si elle fait peut-être du mieux qu'elle peut, mais elle n'est pas suffisamment présente pour défendre les citoyens français. On a vu ce père de famille qui est allé tabasser lui-même la personne qui souhaitait violer sa fille. On a vu, voilà, on a toujours ces cas de personnes qui tirent pour défendre leur propriété et finalement ce sont eux qui terminent en prison. Et puis on a entendu à ce propos d'ailleurs Emmanuel Macron prendre plusieurs fois la parole et annoncer que lui il était contre la légitime défense.
Donc on peut se poser des questions en effet sur ces questions-là. Finalement, il y a la question de l'autodéfense. Le gouvernement, alors peut-être qu'il sent qu'il est moins présent sur ce terrain-là, refuse également en fait aux citoyens de passer à une défense, on va dire personnelle ou citoyenne. Voilà, c'est-à-dire que l'État est bien conscient de sa faillite sur le plan judiciaire, sur le plan de la sécurité, mais il tient beaucoup à en garder le monopole. C'est-à-dire qu'il voudrait surtout pas que Monsieur Moyen, voyant cela, prenne les devants et commence à sortir un petit peu, à se tourner vers une certaine autonomie et une certaine indépendance vis-à-vis de l'État. L'État tient vraiment beaucoup à continuer à garder la main là-dessus. Et en réalité, c'est sa seule vraie menace. C'est toujours la population civilisée, domestiquée en quelque sorte. Et donc il a toujours été très inquiet par ces armes à feu, notamment parce que on voit bien que les statistiques, par exemple, de l'adhésion au club de tir sportif montrent une forte augmentation depuis des décennies, et c'est un petit peu l'effet Daniel Guichard, c'est-à-dire que beaucoup de Français ont envie d'avoir une arme chez eux pour se défendre en cas d'intrusion, d'agression. D'ailleurs, je précise qu'on a vu des chiffres vraiment en très forte augmentation après les attentats du Bataclan. Hein. Oui, c'est un réflexe pour le coup qui est humain. Hein. On se dit, moi, le jour où, j'aimerais mieux ne pas être tout nu en quelque sorte. Et l'État a toujours été aussi inquiété par les fédérations de chasse qui restent très puissantes, d'individus qui sont très liés, et pour le coup c'est très difficile pour l'État là d'aller chercher ces armes-là. Donc il fait avec ce qu'il peut pour l'instant, il va faire sa petite collecte et après peut-être il passera à la législation concernant le tir sportif ou les armes de chasse. Mais en tout cas il va pas s'arrêter là, c'est sûr. Alors concernant justement cette législation qui s'endurcit notamment sur le tir sportif et les armes de chasse. On a quelqu'un, c'est notamment un youtubeur, mais également l'un des fondateurs de l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyens, l'association ARPAC. Écoutez, Yann Schroeder qui revenait sur ce sujet, sur cette réglementation qui se durcit avec le temps. Les pilleurs ont ratissé l'île. Les habitants terrorisés étaient livrés à eux-mêmes. Une fois sur place, Emmanuel Macron a enjoint les habitants en aucun cas à procéder à de l'autodéfense. J'écris le communiqué de l'ARPAC pour réagir à cette déclaration aberrante de la part de celui censé assurer notre sécurité qui déjà faillissait. Il y a eu ensuite le ministre de l'Intérieur qui a déclaré vouloir limiter, voire interdire un certain nombre de possessions de ces armes dites de guerre, y compris pour les mesures sportives ou récréatives. J'ai lancé un appel suite à cette déclaration, elle aussi aberrante, les armes automatiques étant déjà interdites aux civils. J'ai lancé un appel à l'union des détenteurs d'armes, à la raison pour le ministère, à la création d'une fédération de tir de défense qui satisferait tout le monde. Il y a eu Emmanuel Macron, qui a récidivé lors de la campagne présidentielle, et ce n'est pas sa langue qui a fourché, contrairement à ce que son équipe a voulu faire croire, voyant l'incapacité du candidat à faire la distinction entre le moral et l'immoral, puisque c'était la deuxième fois lorsqu'il a affirmé qu'il était opposé à la légitime défense. Comment peut-on être opposé à une défense qui est légitime, reconnue par la loi et un droit des plus sacrés, en étant président, citoyen? On voit cette systématisation avec les chasseurs parce qu'ils déclarent en toute bonne foi une vieille carabine qui a eu le malheur de changer de catégorie sans qu'ils le sachent et qui se retrouve ainsi interdit d'armes. Le nombre d'inscriptions au fichier FINIADIA, fichier des interdits d'armes, a explosé, parfois pour des motifs futiles. Voilà, donc on voit que même désormais les tirs sportifs et les tirs, les chasseurs se retrouvent parfois interdits finalement d'armes à feu puisqu'ils ont déclaré une vieille carabine qui a été surclassée. Parce que c'est ce que explique aussi Yann Schroeder dans cette interview, que finalement le surclassement des armes n'arrête pas d'augmenter depuis les années 90. Les calibres militaires ont été surclassés, les armes courtes, donc aptes à la défense du domicile, ont été surclassées puis interdites. La capacité des chargeurs a été limitée, les armes à bande ont été interdites et les armes à l'origine militaire transformées ont été surclassées. Voilà, elles ont toutes été surclassées. Alors, et pour la petite histoire, ça c'est depuis les années 90. Même encore dans le début des années 90, on pouvait acheter un fusil d'assaut ou un fusil à pompe sur simple présentation de sa carte d'identité dans les supermarchés français. Donc on est quand même très loin du compte. Hein.
Absolument, je confirme, je confirme. Oui, oui, il suffisait d'aller au marché Champion et on arrivait, on demandait le fusil à pompe et on avait. Mais depuis, alors je crois que c'est sous Jospin, c'est Jospin qui avait durci ça en disant que, enfin, déjà une petite méfiance de la population. Mm. On sent que c'est d'elle que peut arriver le problème. Par contre, on sait depuis des années qu'il y a des milliers d'armes de guerre dans les cités françaises et là, pour le coup. Bon, l'État est plutôt timide, on va dire. Hein. Il y a le problème est toujours là, il s'aggrave chaque année. On parle même d'armes bien plus lourdes. On parle de comment dire, de petits lance-missiles, enfin de petites roquettes, des choses comme ça. Et toujours rien n'est fait contre ces armes-là. Ouais, alors c'est Voilà. justement, Laurent Burton, la dernière question que je souhaite vous poser. Alors, à savoir que la dernière évolution en date dans cette logique de toujours plus de normes dans l'interdiction des armes à feu pour un citoyen, on va dire, régulier, c'est maintenant, ces personnes qui veulent détenir des armes doivent passer devant, sont interrogées par des personnels des forces de l'ordre pour déterminer leur motivation et leur profil. Et si vous avez un mode de vie survivaliste ou si vous affichez une volonté de vous autodéfendre, eh bien, vous n'aurez pas le droit d'avoir des armes. Voilà, c'est les dernières annonces de Yann Schroeder dans son interview. Donc c'est particulièrement intéressant parce que là, on rentre vraiment dans le psychologique. On voit bien quelle population est ciblée, comme vous l'expliquiez. Et à l'inverse, on a quand même toute cette population notamment de banlieue, des cités, en tout cas, qui ont des armes non régulières et qui sont sûrement beaucoup plus, enfin, qui viennent de trafic d'armes graves. Celles-ci ne sont pour le moment visiblement pas visées. Ça pose quand même de vraies questions aujourd'hui. Ça veut dire que qui est l'ennemi de l'État aujourd'hui? Est-ce que ce sont les Français, on va dire, en situation régulière, ou ceux qui font ces trafics d'armes graves? Et oui, malheureusement, c'est toujours le problème. Plus la situation s'aggrave, plus l'État va pressuriser ceux qui sont réceptifs, ceux qui sont conditionnés, ceux qui payent leurs impôts, ceux qui sont solvables, ceux qui respectent la loi, qui la respectent vraiment avec une grande application, d'ailleurs, qui sont en train d'emmener leurs armes dans les zones de collecte. Vous pensez que c'est très respecté la collecte en ce moment? Oh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se délester de leurs armes. Alors, je sais pas la proportion exacte, mais à ce que je vois là, les lieux de collecte sont très fréquentés. Et beaucoup de gens sont Il y a ravis 300 lieux de collecte aux qui ont injonctions. été ouverts dans toute la France, Oui. et les commissariats qui restent ouverts à ce sujet, évidemment, les commissariats, les gendarmeries. Donc voilà, beaucoup de lieux en France. Hein. Là, on a vraiment déployé les moyens pour pouvoir récupérer ces armes. Et peut-être que bientôt, donc les armes ne seront plus détenues au domicile des tireurs sportifs. Peut-être qu'il faudra passer les récupérer dans je sais pas, dans une préfecture où elles seront gardées. Enfin, on voit bien qu'à chaque fois, l'État veut absolument se débarrasser de tout ce parasitisme dans la détention d'armes qu'il ne contrôle, enfin qu'il le contrôle déjà pourtant très bien, mais il voudrait le contrôler encore plus et donc de renforcer à chaque fois le niveau de vigilance. On fait pas confiance aux citoyens moyens, alors que pourtant, encore une fois, ces armes-là, les armes détenues légalement par le tir sportif et la chasse causent extrêmement peu, une poignée peut-être de morts chaque année en France. Donc c'est absolument rien, c'est absolument négligeable par rapport aux accidents de la route ou même aux morts, aux accidents de sport dans d'autres sports. Il y a plus de morts dans les sports plus classiques. Donc Et comment vous expliquez cette distorsion, Laurent Burton? Comment vous expliquez cette logique, finalement, aujourd'hui, qu'on arrive au fait qu'un État, bon, on le voit aussi avec les manifestants, les fameux gilets jaunes, finalement, oui, c'est à peu près la même logique. Les voilà. centaures qui ont été commandés contre les manifestants, etc. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, on en est à vouloir, je ne vais pas dire matraquer les gilets jaunes, ce serait trop fort, mais à vouloir contrôler de façon forte et musclée la population, tandis que peut-être les personnes qui devraient vraiment être surveillées, elles, on a l'impression qu'elles circulent plus simplement, enfin elles peuvent continuer leur petit jeu plus facilement. Bah, comme l'État est assez impuissant sur ces questions de sécurité, il se dit bon, je suis très faible avec les forts, donc je vais être très fort avec les faibles. Et les faibles, c'est la majorité, c'est la population réceptive, donc ça mange pas de pain. Et on prépare des jours agités, c'est-à-dire que s'il y avait une nouvelle crise des gilets jaunes de grande ampleur,
avec les pénuries, avec des grandes coupures de courant, parce que des grandes coupures de courant, ça peut vraiment dégénérer dans des situations de guerre civile, de guérilla. Donc et c'est d'ailleurs le sujet, hein, on le voit très bien dans vos livres, guérilla notamment, où tout s'embrase à partir de coupures d'électricité, du début de la faim, etc. Exactement. Donc ça, l'État veut absolument éviter de perdre le contrôle et qu'il y ait des dérapages de grande ampleur qu'il aura bien du mal à gérer par la suite. Donc c'est pour ça qu'il se prépare avant tout contre ses concitoyens les plus, pour l'instant, les plus dociles en tout cas. Finalement, est-ce que vous considérez que parce qu'il sait qu'il va avoir un agenda un petit peu difficile, notamment des coupures d'électricité, peut-être de courant, donc peut-être des pénuries de plus en plus importantes, c'est pour ça qu'il se précipite aujourd'hui pour faire cette grande campagne de désarmement avant? Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est tout à fait lié. Et par contre, par exemple, les armes qui sont dans les cités, ils ne voient pas l'intérêt de les chasser, puisque ces armes-là, elles servent au trafic, elles servent à la criminalité habituelle, et ça ne le met pas vraiment en danger. Même au contraire, ça maintient une forme de paix sociale, ces grands trafics dans certaines cités françaises, puisque s'il y a des trafics, il ne faut pas qu'il y ait de l'insécurité outre une certaine mesure. Donc quelque part, ça il peut fermer les yeux, il peut se le permettre. Par contre, les révolutions, enfin les agitations de citoyens, style gilet jaune en plus avec des armes, ça c'est une vraie menace pour lui. Donc c'est contre ça qu'il va tenter de se prémunir. Eh bien, merci beaucoup Laurent Burton pour cet éclairage. On rappelle qu'il y a cette collecte des armes à feu par le gouvernement qui a été lancée jusqu'au 2 décembre. Et puis, on rappelle surtout, chers auditeurs, que vous pouvez vous procurer les livres, la trilogie, pourquoi pas, hein, pour Noël, la trilogie Guérilla. Et j'imagine qu'il y aura un petit pack de Noël aux éditions Magnus. Merci beaucoup Laurent Burton. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.